Chère présidente, chers présidents, chères chasseresses, chers chasseurs, mes chers amis, je suis heureux de pouvoir participer par vidéo interposée à votre Assemblée générale, même si j'aurais évidemment préféré être présent en chair et en os. Je tiens à vous adresser ces quelques mots. Ils traduisent bien sûr ma prise de parole lors du congrès de la FNC qui s'est déroulé à Reims les 6 et 7 mars dernier. Mes amis, je crois qu'on sera tous d'accord sur ce constat. L'écologie politique ne sert à peu près à rien. Elle s'est coupée par électoralisme de ceux qui vivent dans la nature, qui la font vivre et qui, eux, ont des solutions, si on prenait simplement le temps de les écouter et surtout de les entendre. Cette écologie dogmatique ne permet plus de débattre. Ne pas être d'accord, ce n'est pas grave. Ne plus pouvoir faire valoir des points de vue différents est un vrai danger pour notre démocratie. Et comme si cela ne suffisait pas, certaines ONG et associations fabriquent des activistes délinquants et violents qui sont fiers d'être en garde à vue après avoir blessé des forces de l'ordre ou même ravagé des cultures agricoles. Ces groupuscules ou collectifs d'individus qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ne soulèvent pas grand-chose en termes d'idées, mais partent du principe que la violence est dorénavant le seul moyen de se faire entendre. Pour compléter le tableau, nos modes de vie des ruraux sont aussi tributaires du bon vouloir de quelques technocrates européens qui théorisent la nature et considèrent la chasse comme l'une des principales menaces pour la biodiversité, malgré toutes les preuves manifestes du contraire. Bon, je dois vous l'avouer, plus on m'accuse d'être un mauvais citoyen, voire un salaud de chasseur, et plus je me dis que j'ai raison de résister à ce qu'on veut m'imposer. N'est pas irréductible le Gaulois qui veut, eh bien, moi j'en suis un, et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Une somme d'interdictions visant les Français dans leurs attitudes de vie quotidienne ne va pas résoudre les grands défis auxquels est confrontée la planète aujourd'hui. C'est juste plus facile de cibler le mâle alpha derrière son barbecue en voulant le priver de ce moment dominical de gloire, n'est-ce pas, Madame Rousseau? Lorsqu'on est dans une crise du pouvoir d'achat de l'ampleur de celle que nous connaissons actuellement, chaque norme supplémentaire, chaque nouvel interdit impacte fortement le portefeuille des Français. On marche sur la tête, pour reprendre le slogan de nos amis agriculteurs en colère, et je peux vous dire qu'on les comprend. Il y en a marre. Il y en a marre de ces injonctions contradictoires. Dire tout et son contraire n'a jamais fait progresser personne, encore moins l'environnement et sûrement pas la souveraineté alimentaire. À force de foutre la trouille à tout le monde, l'éco-anxiété, ce nouveau mot, est le nouveau mal du siècle qui touche les jeunes et explique en partie d'ailleurs leur non-désir d'enfant dans ce monde sans aucun futur. Eh bien moi, je ne veux pas de ce modèle de société, je ne le veux pas pour moi, je ne le veux pas pour mes enfants. Ce que je veux, c'est pouvoir choisir, faire un choix, être libre de ce choix et ne pas vivre sous le poids des dogmes et des interdits. Malgré ce climat délétère et agressif, force est de constater que nous n'avons jamais eu autant de candidatures au permis de chasser. Certaines fédérations vont même jusqu'à enregistrer depuis quelques mois un doublement des inscriptions. Malheureusement, le temps d'attente pour passer son permis de chasser est trop long. 6 mois en moyenne, des fois 12. Néanmoins, merci à l'OFB, à son directeur général de nous avoir proposé une expérimentation sur le samedi matin. Il était temps. Je vous invite donc à saisir l'opportunité qui vous est offerte. Pour un futur chasseur, pouvoir passer facilement son permis, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est ça qui nous caractérise, qui nous identifie. À ce titre, une nouvelle grande étude sur les chasseurs en France, initiée par votre Fédération nationale et menée par le cabinet d'expertise indépendant Randea, avec la contribution de Xerfi spécifique, répond à la question « Qui sont les chasseurs ?» et met des chiffres incontestables sur notre pratique. Et si dans le fond, au final, les chasseurs étaient des citoyens comme les autres,
et s'ils étaient loin des caricatures qui sont véhiculées à leur sujet. La femme qui, on le sait, et je l'ai toujours dit, est l'avenir de l'homme, est aussi celui de la chasse. L'effectif des chasseurs se féminise, avec une augmentation de 25% du nombre de femmes en presque 10 ans. Dans nos rangs, la diversité socio-professionnelle est importante et ne se dément pas. On dénombre parmi les chasseurs autant d'employés ou d'ouvriers que de cadres. On est loin, très loin, de l'image du vieux chasseur retraité et forcément nanti. Cette étude met également à mal un certain nombre de préjugés nous concernant. Cette nature où nous vivons, nous la respectons et nous la protégeons. Savez-vous que notre engagement bénévole, le vôtre, totalise 27 jours par an et par chasseur et qu'il est dédié pour moitié à des actions en faveur de la nature et de la société? Savez-vous que nous totalisons 800 000 bénévoles hors sortie de chasse et que ce bénévolat est transgénérationnel et bien sûr collectif? Vous en connaissez beaucoup, vous, des collectifs aussi importants que le nôtre, qui impliquent la jeune génération et lui donnent envie d'être au service des autres et de la nature? Avouez qu'avec cette étude, il y a de quoi remettre quelque peu l'église au milieu du village. Il est donc illogique de fermer des territoires à la chasse sous de faux prétextes. Appelons les choses par leur nom. Nous sommes face à un phénomène de spoliation de ces territoires, même privés, avec comme étendard l'écologie et en porte-drapeau les fonctionnaires européens, sans oublier, bien sûr, nos écolos bien de chez nous. Et si on s'y arrête un peu, eh bien on peut constater que tous ces petits dictateurs de territoire ont réussi à créer le principe même du kolkhoz écologique. Le Parlement européen vient d'ailleurs d'adopter le règlement sur la restauration de la nature, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais qui, passé par le filtre de cette volonté de la déshumaniser, ajoutera bien des points à la longue liste des interdictions que nous connaissons déjà tous. Demain, c'est jusque dans votre jardin que s'abattra le diktat de cette écologie liberticide, loin du bon sens paysan qui a pourtant largement fait ses preuves. C'est pourtant facile à comprendre. Sans l'adhésion des ruraux ou des chasseurs, chaque grande idée pour sauver la planète sera vouée à l'échec. Aujourd'hui, il se raconte que la présidente de la Commission européenne a enfin pris la mesure du danger que peut représenter une meute de loups. Car vous l'avez tous entendu, son poney a été attaqué et tué. La Commission européenne vient donc de proposer de déclasser le loup de son statut actuel de protection stricte. Mon Dieu, que nous attendions ce moment. Le principe de précaution a toujours eu bon dos chez nous. Dès qu'il est question d'agir, les fonctionnaires et les politiques ouvrent le parapluie. Il est temps, mes amis, d'inverser cette charge de la preuve et de faire simplement confiance à ceux qui vivent et qui font vivre ces territoires. Nous ne sommes pas le problème, nous sommes la solution, alors que dans nos campagnes, on est emmerdé à peu près sur tout. Je suis à chaque fois abasourdi par les nouvelles trouvailles de Bruxelles qui a une capacité à nous inventer des dingueries franchement hors du commun. Cette Europe, cette belle Europe, qui aujourd'hui se transforme en une dictature de l'écologie, attaque, si je puis m'exprimer ainsi, tout ce qui bouge du côté de la chasse et du mode de vie des ruraux. C'est pourquoi j'ai toujours porté votre voix et défendu nos valeurs rurales, au niveau national comme au niveau européen. Je ne dérogerai jamais à ce que je suis, un rural qui vit la vraie vie des ruraux avec celle qu'on porte de difficultés et surtout de bonheur. Face à ceux qui imaginent un modèle de société contrainte, aseptisé et clivé, faisons ensemble le pari d'une ruralité active, vivante, libre et surtout respectée. La passion, le partage, la convivialité, la transmission sont autant d'arguments qui font mouche chez la jeune génération face à une société fracturée qui ne répond plus aujourd'hui à leurs attentes. C'est dans cet état d'esprit que les jeunes viennent de plus en plus à la chasse. Comprendre la nature pour mieux s'y retrouver, tel est le leitmotiv de ces nouveaux adeptes. Le vivre ensemble en vrai est inscrit dans notre ADN.
Selon une étude que j'évoquais tout à l'heure, l'enjeu de favoriser une cohabitation sereine entre les différents usagers de la nature rassemble 86% des chasseurs. Logiquement, pour répondre à ce défi, il place l'amélioration de la sécurité comme une priorité pour 82% d'entre eux. Les chiffres parlent pour nous. Si on ne peut jamais se satisfaire qu'il y ait des accidents mortels, rappelons que c'est sans aucune pression législative que nous avons réussi à diviser le nombre de ces accidents par 5 en 20 ans. Les fédérations de chasseurs, chacun d'entre vous sur le terrain, effectuez un travail remarquable et je vous en remercie. Il reste néanmoins en suspens la question de la police de la chasse à l'OFB. Mes amis, nous devons, et l'État avec nous, doit inventer la police de proximité de demain, à la fois cynégétique et environnementale. Elle doit être placée dans les mains des structures fédérales des chasseurs, bien sûr sous la tutelle de l'établissement public. Dans ce contexte, je ne tolérerai jamais que nous devenions des présumés coupables à la suite de notre inscription au SIA, le nouveau système d'information sur les armes. Les chasseurs n'ont pas à être pénalisés par la lenteur de la justice à effacer certains casiers judiciaires comme la loi pourtant le prévoit. Je vais vous dire franchement, dans ces conditions, je ne suis pas prêt à franchir le pas sur mon inscription personnelle au SIA. Avouez que ça la fout mal, si vous me permettez l'expression. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas cette affaire, même si je dois la porter devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les millions de femmes et d'hommes que je représente ne sont pas des voyous. Nous sommes des gens responsables, pour nous comme pour les autres. Je suis par contre évidemment prêt à continuer de travailler avec les chasseurs et les autres usagers, réunis notamment au sein de l'Alliance des sports de loisirs de nature, avec pour objectif de diminuer encore ce nombre d'accidents, mais j'y mets un préalable. Ne pas remettre en cause notre pratique en général, et c'est fondamental. La sécurité, si elle est notre première préoccupation, ne doit en aucun cas devenir un frein à l'exercice de la chasse, et j'y veillerai. Il y a une ligne rouge que je refuse de franchir, celle de remettre fondamentalement en cause notre liberté de pratiquer, là où on en a le droit, cette activité qui s'appelle la chasse et qui est populaire. Oui, populaire n'est pas un gros mot, et je m'opposerai toujours à toute dérive élitiste de notre pratique. Et cerise sur le gâteau, ce sont les chasseurs qui payent encore et toujours les dégâts de gibier, alors que notre chasse devrait être considérée comme d'utilité publique, défiscalisable au temps passé pour l'intérêt collectif, voire même avec un petit billet pour service rendu à la nation. Franchement, ce ne serait pas exagéré. Nos prétentions dans le domaine seront moindres, puisque nous demandons simplement à ne plus avoir à payer les dégâts de gibier en faisant les poches de nos chasseurs. Vous l'avez compris, mes amis, voilà ma feuille de route pour ces prochains mois. J'ai bon espoir d'avancer rapidement avec les représentants des agriculteurs qui sont conscients que, sur la question des dégâts de gibier, l'équation financière actuelle n'est plus pérenne. Je le répète souvent, pour défendre notre mode de vie rural, il nous faut devenir des combattants de notre cause. Notre avenir en dépend. Le flamand artésien que je suis, les deux pieds dans la terre, ancré dans mon territoire et fort de ses valeurs rurales, n'a pas d'autre message à vous dire que celui de la résistance. Mes amis, entrons en résistance contre ce monde qui ne respecte plus grand-chose de nos traditions, contre cette pseudo-modernité anti-humaniste qui voudrait nous couper de ce que nous sommes, nous, ruraux, conscients de la richesse d'un terroir et de cette terre qui est notre bien commun. La chasse est un art populaire que nous devrons défendre. La chasse est un art de vivre. Soyez fiers, mes amis, de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, et ne laissons personne nous dire le contraire. Oui, la chasse et la ruralité ont encore de beaux jours devant elles, à la condition de s'assumer en tant que telles. C'est pourquoi la plus petite parcelle de notre chasse doit être défendue, car l'avenir de tout le reste en dépend. Aucune personne, mais qu'elle soit de la ville ou de la campagne, ne peut accepter une telle remise en cause de son identité.
Alors mes amis, ce n'est pas le moment de renoncer à ce que nous sommes, à ces valeurs que nous portons fièrement et qui seront demain, j'en suis sûr, une référence pour beaucoup. C'est donc à nous et à nous seuls de relever les défis qui sont devant nous. Mes amis, c'est ensemble, unis, au-delà de nos différences, que nous défendrons notre liberté de vivre et d'espérer. Vive la chasse et la ruralité. Bonne fin d'Assemblée générale. Je vous remercie.